Luc, j'avais envie de chanter joyeux anniversaire au président, mais je me retiens quand même parce que c'était hier de toute façon, le 80e de Donald Trump. On aurait aimé ça joyeux. Non, 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 Isabelle, calme-toi. J'aurais aimé ça. Elle se retient, mesdames et messieurs. Et Luc, pour son anniversaire, donc, l'Iran a décidé de faire une petite jambette à Israël. Donc, c'est comme ça que je voulais le cadrer un peu. On a signé une convention cadre pour la signature peut-être éventuellement d'une autre entente qui inclut pas le Liban et le nucléaire. Explique-nous ça, là, finalement. Je ne comprends pas vraiment de quoi on parle. Nous n'avons pas de son avec Luc. Ah bon, le voilà. Voilà, donc, nous avons depuis hier un protocole d'entente qui a été confirmé par l'Iran parce qu'au début de la journée, on disait que ça venait du Pakistan. Ensuite, Donald Trump l'a mentionné sur son Truth Social avant de s'exprimer publiquement sur le sujet. Mais en gros, on s'entend sur les balises à partir desquelles on va commencer à se parler. C'est là où on en est ce matin. Maintenant, il y a eu si peu de positifs ou de pas concrets vers une prolongation du cessez-le-feu. Ne boudons pas, même s'il est limité, ce plaisir. Il semble qu'on va apposer la signature vendredi officiellement dans une cérémonie. Donald Trump vient de dire à Emmanuel Macron, lui, c'est signé. Donc, pas tout à fait le même langage. Mais donc, on a cette prolongation du cessez-le-feu. Et ce qui a retenu l'attention, tu as probablement surveillé, puis Isabelle aussi, les marchés. Donc, les prix du baril de pétrole sont à la baisse. Donc, on a enregistré la note positive. Maintenant, moi, ce que je retiens, puis c'est ce que je viens de remarquer dans l'échange entre le président Trump et le président Macron, c'est qu'on a fort peu de détails, finalement. Le détroit d'Ormuz, le président Trump dit il est ouvert. On sait que le président ne s'embarrasse pas souvent des détails. Il est dans le flou. On avait même l'impression qu'il était rendu ailleurs. Il faut d'abord déminer. Donc, quand on dit que le détroit est ouvert, c'est important. La symbolique est très importante. Et je lisais, Luc, ce matin, que les armateurs là, étaient vraiment loin de donner le go là, à leur personnel de navigation. Là. On veut pas perdre de personnel, on veut pas perdre de bateau. Et donc là, le détroit d'Ormuz n'est ouvert que sur papier, là, on pourrait dire ça comme ça. Ouais. Voilà, puis même les fameuses compagnies d'assurance dont on parle, avant de s'aventurer dans le détroit, ça va prendre autre chose que ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant. Et la question de fond, d'ailleurs, le président a dit hier en passant, je vais lever le blocus, et on parlait de déréglementer des sanctions pétrolières, donc contre l'Iran. Alors, en gros, c'est ce qu'on a entendu avec fort peu de détails, mais sur le nucléaire, on sait très peu de choses, et c'est là où on ne semble pas parler le même langage du côté américain et du côté iranien. Mais on a clairement dit ça, la question du nucléaire. Nous allons en discuter pendant les 60 prochains jours. Ce que j'avais en tête en lisant, puis en vous partageant d'ailleurs le peu d'informations dont nous disposons, c'est qu'on est très, très, très loin de ce que le président Trump avait annoncé comme la reddition totale de l'Iran. Il a tellement prononcé et dit de choses depuis le début du conflit qu'on en oublie les objectifs qu'il s'était lui-même fixés. Est-ce que donc on en vient aujourd'hui à quelque chose qui serait l'équivalent ou moins que l'entente que Donald Trump a déchirée, la fameuse entente de 2015? Est-ce qu'on a fait une guerre pour ouvrir le détroit qui l'était déjà avant qu'on ouvre la guerre? Donc, retenez le fait qu'il y a du positif si on parle bien sûr du marché global, si on parle de cette voie de communication qui est le détroit d'Ormuz. Mais si je suis un Américain aujourd'hui, est-ce que je vais me contenter des prix du pétrole à la baisse avant les élections de mi-mandat ou si je vais prendre un pas de recul pour dire on a fait tout ça pour ça, M. le Président? C'est qu'il y a la facture humaine, bon, les vies qui ont été perdues, puis nous, on parle de l'augmentation du baril de pétrole, mais eux, ça aura coûté excessivement cher, cette guerre-là. Voilà, donc c'est bien sûr l'effort militaire, c'est les coûts des opérations, et souvent, on se limite, tu fais très bien, Isabelle, de le ramener, et moi-même, j'allais le mettre, mais il y a des pertes de vies humaines, il y a eu des pertes de soldats américains, et l'autre chose, c'est qu'on parle beaucoup du pétrole, mais on le sait, parfois on oublie de le mentionner, il y a autre chose qui transite par le détroit d'Ormuz et ça expliquait en partie, on en discutait la semaine dernière, l'inflation qu'il y a eu aux États-Unis. Bien sûr. Et c'est pour ça que je trouvais que le président Trump tout à l'heure était, je ne sais pas si cavalier est la bonne étiquette, si c'est exagéré, mais qu'est-ce que ça avait l'air facile et simple. C'est comme si tout était réglé
alors qu'il y a encore de nombreux pièges, de nombreuses haies ou de nombreux écueils sur la route. Et là, on a peu de temps aujourd'hui, mais en une minute, parce qu'un de ces écueils, c'est quand même qu'on est allé à deux faire ce bombardement initial. Oui. Il y a une des deux parties qui est pas tant d'accord, là, et je parle évidemment d'Israël. Peux-tu, en une minute, là, nous dire, comment tu vois ça de ton œil américaniste, Luc? Je vais te rapporter d'abord les propos de Donald Trump. He has no fucking judgment. Donc, vous me permettrez le terme vulgaire, mais c'est Donald Trump qui s'exprimait au sujet de l'absence totale de jugement, en français, de Benjamin Netanyahou. Mais en même temps, Netanyahou, en Israël, est un peu prisonnier de la politique intérieure, du cadre électoral, et on les voit mal lever le pied de l'accélérateur ou diminuer les attaques sur le Liban. Mais je rappelle que pour l'Iran, c'est une condition incontournable. Le cessez-le-feu, c'est un cessez-le-feu régional, pas que local, là, pour l'Iran et les États-Unis, et il doit s'appliquer à la situation au Liban aussi. Et avec des amis comme Netanyahou, on en a déjà parlé, Donald Trump a moins besoin d'ennemis pour s'occuper finalement, ou en tout cas, on a intérêt à le garder proche pour surveiller ce qui se passe. Et le président ne semble pas avoir énormément de prise. Netanyahou, je répète, a eu une pression à l'interne. Il n'y a aucun appétit pour le cessez-le-feu en politique israélienne. Sinon, la Coupe du Monde bat son plein, Luc, aux États-Unis, un peu au Canada, un peu au Mexique. Tu nous as fait tout le florilège là, des obstacles migratoires, on va dire, la semaine dernière, là, de l'arbitre aux équipes nationales, aux coachs, etc. Là, il y a carrément de l'intérieur des États-Unis des gens qui commencent à manifester leur mécontentement, et je parle bien entendu des hôteliers et des compagnies aériennes qui finalement trouvent que c'est pas si occupé que ça, la Coupe du Monde. Est-ce que ça risque de retomber encore une fois au pied de la porte de Donald ou d'autres responsables de l'administration? Ça a déjà commencé, c'est un peu inédit. C'est quand on accepte de pactiser avec la FIFA, et je choisis bien le terme, le pactiser, c'est que la FIFA ramasse l'essentiel finalement de ce qui se fait avec les matchs. Mais on le fait bien sûr pour l'image du pays, mais pour l'industrie touristique. Et l'industrie touristique, on disait, écoutez, on va accueillir 10 millions de spectateurs étrangers. On va aller chercher au-dessus de 6 milliards de revenus, de retombées. Et là, les compagnies aériennes et l'industrie hôtelière disent non, ils ne sont pas là. Dans la région de New York, c'est 60% à la baisse. Il y a des endroits aux États-Unis où on fait même pas un mois, là, une période juin-juillet normale, sans événement. Et il y a la Coupe du Monde pendant ce temps-là. Donc, ce qu'on renvoie comme message à l'administration Trump, c'est votre gestion de la politique migratoire aux États-Unis, la présence supposée de ICE autour des stades, le message, le langage que vous tenez, ça a fait peur à bien des gens ou ça les a empêchés de venir aux États-Unis. Et on est en train de passer historiquement à côté d'une occasion rêvée de maximiser les retombées. Donc, je vous ai parlé la semaine dernière du message politique ou de l'affaire ou du jeu politique avant le jeu sportif. Il y a des gens qui paient le prix. Et d'ailleurs, si on regarde les chiffres de l'immigration en général, oublions la Coupe du Monde, pensons aux Québécois ou aux Canadiens, par exemple, mais à d'autres voyageurs, on va moins aux États-Unis qu'on y allait auparavant. Donc, il y a un prix à payer pour des politiques. C'est clair. Écoute, moi, j'y suis allé, Isabelle, 2 fois là, dans la dernière année, des très courtes périodes, et les 2 fois, j'ai délité l'application X de mon téléphone en me disant... T'avais peur? Sérieusement, ton cellulaire? C'est ridicule, mais genre, j'avais pas envie du trouble, tu comprends? De comme, hey, montre-moi ton... J'avais au moins pouvoir dire, je n'ai pas l'application. Après, je l'ai délité hier, mais tu sais, j'ai pas l'application. Il faut que je la télécharge, il faut que je me connecte, j'oublie mon mot de passe. Mais tu sais, je suis pas un détracteur de Donald Trump, mais tu sais, on fait nos chroniques, je publie des trucs dans le journal, et je craignais d'être détenu pendant 3-4 heures. Je pense pas qu'ils vont m'envoyer à Guantanamo, là, mais tu comprends? Tu y as pensé. J'y ai pensé. Et donc, je me dis, tu sais, des gens peut-être issus de pays moins favorables que le Canada peuvent aussi avoir cette crainte. Donc, bref, Luc, en conclusion, ça ne va pas si bien dans le secteur touristique américain. Gracieuseté de l'immigration de Donald Trump. Merci, cher ami. On se retrouve demain, même place, même heure. Une bonne fête de journée à vous deux. À demain.